Salutations, chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la théorie du genre et de l'écriture inclusive. Ça fait suite à mes précédents directs qui étaient déjà sur ces sujets de la destruction de l'enfance, c'est-à-dire par les manuels au niveau de la propagande, par également les communautarismes qui peuvent se mettre en place et par diverses attaques qui peuvent exister. Mais pour déconstruire un être humain, pour le saboter de l'intérieur, il faut lui retirer tout repère, c'est-à-dire qu'il ne puisse même plus savoir s'il est homme ou femme, s'il est attiré ou non par telle et telle personne, perverti jusqu'à cette dernière notion qui était la plus naturelle, et je pense que même à l'ère primitive, quelque part, on savait se différencier entre un homme et une femme. Aujourd'hui, on nous explique que non. Ce n'est plus possible. Et que ça ne se fait plus uniquement sur la génétique, ça ne se fait plus uniquement sur le phénotype. Non, non. Il faut aller au-delà. Toujours au-delà. Toujours plus haut. Parce que même au-dessus, il n'y a pas le soleil. Pas touche à nos stéréotypes de genre. Laissez les hommes être des hommes et les femmes être des femmes. Théorie du genre à l'école, stop. Famille, lieu de solidarité, avenir de la République, mais même avenir tout court de l'humanité. Familiphobie. Stop. Oui, parce que comme les LGBT sont partis dans LGBT-phobie, les pédocriminels, bientôt, ça va être la même chose. TPD-phobie. Non, non. Allez, bouge de là, etc. Vous voyez, donc là, on va recentrer et on va voir ce qui se passe. Alors, je sais que vous appréciez plus quand il y a des images et puis quand il y a des petites mises en scène par des diaporamas plutôt que lorsque je fais uniquement de la lecture. Ça, vous aimez bien, mais voilà, vous n'êtes pas forcément tous présents. Donc je me suis dit, on va faire les deux. C'est-à-dire que je vais continuer à vous présenter la suite de l'ouvrage que je suis en train de rédiger, que je suis en train de constituer, et en tout cas qui sera beaucoup plus complet encore que le premier. Je remercie à nouveau mes détracteurs. Salut à toi Martine, salut Erika et salut Nathalie. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et donc du coup, je vous ai allié la partie de ce que j'écris avec des images. Ça va être un direct qui va être assez court et pour le conclure, je basculerai sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'Union européenne où ils sont encore une fois en train de salir le christianisme et il y aura un direct sur ça. Donc la Manif pour tous est devenue le syndicat de la famille et j'invite tous les parents en tout cas et puis tous ceux qui s'intéressent à la défense des jeunes générations à rejoindre ces gens ou en tout cas à consulter ce qu'ils proposent au travers d'articles et au travers d'entretiens et d'actions de terrain. Un autre engagement louable de la part du syndicat de la famille, donc Manif pour tous anciennement, s'opère dans la lutte contre l'idéologie du genre. Ludovine de la Rochère, dès 2014, dénonçait le choix du gouvernement qui venait de nommer Najat Vallaud-Belkacem pour devenir ministre de l'Éducation nationale, anciennement ministre du droit des femmes, l'accusant de pousser à l'endoctrinement, d'amener à considérer les élèves comme des êtres neutres indifférenciés. Tu n'es pas un garçon, tu n'es pas forcément une fille. Après tout, qu'est-ce que ça signifie même, vous voyez, en fait, on les perd. Et au point même où, dans ces notions-là, de non-genré, homme, femme, ou... Enfin bref, ils se perdent eux-mêmes. Ils viennent à se confronter, on va le voir, notamment des féministes qui prônent l'égalité homme-femme, mais avec ses limites quand même, ce qui peut être entendable, viennent quelque part à dire « Mais attendez-vous, là, les hommes qui vous transforment en femmes, là. Oui, vous, les trans. Bah, vous n'êtes pas vraiment des femmes, en réalité. » Genre vous êtes transformés, d'accord sur le côté du document vous êtes des femmes, mais vous n'êtes pas biologiquement des femmes. Vous n'allez pas porter d'enfants. Et là, comme on est en ce 21e siècle, comme on est dans cette dérive de transhumaniste que l'on observe depuis des années, et ça a été un de mes thèmes de prédilection, le transhumanisme. Je l'ai très bien compris, je l'ai étudié durant de longues années, aujourd'hui j'ai vraiment tous les éléments en main, ou en tout cas une grande partie des éléments en main, que ce soit du côté de la fiction et de la réalité. Et je vais remettre ça sur le devant de la scène pour vous informer parce que c'est de ce point-là que des fous furieux, scientifiques, écrivains, journalistes, ce que vous souhaitez, prennent position contre nous les êtres humains, souverains, naturels et qui avons des valeurs quelque part. Ils veulent nous transformer dans notre condition. L'autre jour, je vous ai mis un passage de Klaus Schwab là, dans son livre « La 4e révolution industrielle ». Ils l'inscrivent noir sur blanc. Leur objectif, c'est de redéfinir ce qu'est un être humain. Et pour redéfinir ce qu'est un être humain, le modifier de A à Z, quelque part se prendre pour des hommes-dieux, réécrire l'histoire, réécrire le livre de vie, l'ADN, réécrire ce qu'est l'humain, il faut d'abord le détruire sur tous les points,
en faire une sorte de détritus, vous voyez, de matériel un peu qui peut être modifié comme on le veut. En fait, c'est un peu ces tailleurs de pierre, vous voyez. Si je fais une petite référence qui peut en parler à certains. Les bâtisseurs, tailleurs de pierre, et bah ces petites collections d'êtres humains, si je puis dire, en tout cas ces individus, s'attellent à modifier l'humain et à le retravailler. Donc on va continuer, salut à ceux qui arrivaient, n'hésitez pas à liker, à partager Pierre et sa Trinité. Salut, j'ai voulu écrire un petit conseil de culture à ton ancien pote utilisateur de clé à molette, il m'a envoyé chier, il me prendra... Ah oui, tu sais très bien comment sont ces personnages, c'est comme d'autres qui me disent ci ou ça, et au final je me rends compte quand je passe rapidement que ça s'inspire énormément de ce qui se trouve ici dans le sérieux du travail que je peux proposer. Mais passons, je les laisse s'inspirer, ce n'est pas un problème. Donc des pères et des mères se sont, à ce moment important, mobilisés contre les ABCD de l'égalité, un programme scolaire du gouvernement socialiste qui visait à favoriser l'égalité des sexes. Un mouvement de retrait des enfants de l'école a vu le jour et de nombreuses rumeurs ont circulé sur le contenu des manuels et des cours. Ce que je vous ai expliqué lors de précédentes vidéos, il me semble dans les 2 précédentes vidéos, les manuels scolaires ont servi sous la Troisième République à formater les jeunes pour en créer des racistes, parce que dedans il y avait l'idéologie de la race blanche au-dessus, il y avait l'idéologie de ces pays colonisés avec tous les mots MAUX qui pouvaient être attribués aux colonisés, aux esclavages, enfin aux personnes qui sont mises en esclavage, et bien évidemment l'éloge de tous ceux qui mettent en place ce système. Pour bien, vous voyez, formater les jeunes, les pirater quelque part, les hacker, et à partir de là, on en fait des petits robots qui obéissent. Et là, ils en font exactement la même chose, comme je l'ai inscrit dans le livre, et que je vous disais hier, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on sabote le français, en tout cas, l'objectif est de saboter surtout le chrétien. Et une fois qu'ils auront fait exploser le chrétien, ils en feront de même pour d'autres religions. Parce que leur objectif, c'est quelque part de créer une nouvelle religion, d'être les dieux sur terre, acclamer pour soigner les gens, faire des miracles. Et les miracles, ils ne s'opèrent pas n'importe comment. C'est pas un type comme ça qui claque des doigts et ça se passe, non. C'est tout un amas de technologie, tout un amas d'expériences, depuis des décennies maintenant, même sous Hitler. Hein. Et avant Hitler, ça existait déjà, les expériences sur les humains. Mais étrangement, sur la période 39-45 et même un peu avant, et ce qui se passera après, on nous a peu parlé des développements des vaccins sur le typhus et sur d'autres choses. L'idée d'avoir une population contaminée pour faire ces expériences. Alors je mets une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, mais elle est importante. Je vais vous présenter un autre ouvrage prochainement où on nous explique l'utilisation de puces qui donc servaient à absorber le sang pour développer des vaccins, mais ça servait aussi en fait pour qu'elles puissent pomper, qu'elles puissent se multiplier et quelque part produire ce qui était sélectionné pour faire les vaccins, et ben ça pouvait aussi contaminer des êtres sains. Et donc dans ces camps de concentration, ben, ils n'hésitaient pas à ce que tout le monde, enfin en tout cas à ce que la contamination bien évidemment soit resserrée sur ces esclaves, sur ces prisonniers, et les prisonniers sur qui ces opérations étaient effectuées, bah, c'était pas forcément les juifs là, en l'occurrence. Il y a eu des massacres sur les juifs, tziganes, etc. Mais là, c'était plutôt les opposants politiques ou encore les Russes, entre autres, qui se retrouvaient comme des cobayes d'expérience. Ce qui signifie que de tout temps, ils ont pris une partie de la population pour des réservoirs d'expérience. Et que pour que la population ne se rebelle pas, pour que l'être humain ne puisse pas dire « hop, 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 stop, vous ne faites plus d'expérience sur moi », il faut apprendre à le déconstruire et à le détruire de l'intérieur. Ils peuvent être liés, Fred. Après, encore une fois, il s'agit d'étudier et surtout de sortir des noms. Il faut trouver les noms ou trouver les expériences qui ont eu lieu. C'est important. Donc là, hop, je vous le remets, hein, ça veut dire que ça fait des années qu'on nous bassine avec ces idées d'enlever les genres, etc. Et puis surtout, on nous dit, non mais l'ABCD de l'égalité, il n'y avait rien de scandaleux dedans, ce n'est que de la rumeur. En fait, c'est balayé d'un revers de main. Alors que la chose n'est pas sortie. Ce qui signifie qu'à l'intérieur du manuel, il y avait véritablement un programme qui aurait été dérangeant. Et heureusement, la population, ou du moins en tout cas, les fervents défenseurs de la manif pour tous, globalement des catholiques, se sont mobilisés.
sans les catholiques dans la France d'aujourd'hui, même si je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'athées et qu'il n'y avait pas d'autres pratiquants de d'autres religions qui étaient présents, mais la grande majorité de cette mobilisation de la manif pour tous, vous pouvez regarder toutes les vidéos qui existent, les entretiens qui ont eu lieu, c'est des chrétiens pour la plupart. Donc merci encore une fois de cette mobilisation. Depuis des années, nous sommes bassinés par des activistes qui mettent en avant l'égalité des sexes, à deux doigts de nier la réalité biologique, la différence biologique. En décembre 2012, donc, on a le pape Benoît XVI qui avait pris les devants, invitant les fidèles à dire non à la théorie du genre, puisque la réciprocité entre masculin et féminin est l'expression de la beauté de la nature voulue par le Créateur, et à dire oui à l'alliance homme-femme dans le mariage. Le prêtre français, Tony Anatrella, que vous voyez à droite, autorisé par Jean-Paul II à porter le titre de Monseigneur, se prévaut d'une expertise de psychanalyste pour lutter contre toute acceptation, acceptation, pas acception, c'est un autre mot encore que j'aurais pu utiliser, à toute acceptation sociale de l'homosexualité. Dès juin 2005, en présentant la version française du Lexique des termes ambigus sur la famille et les questions éthiques, publié par le Vatican, il exprima sa crainte sur les dommages que pourrait occasionner la théorie du genre, pensant que les dégâts seraient plus importants que ceux occasionnés par l'idéologie marxiste. Et là, après, moi j'ai tout un travail à refaire, parce que la théorie du genre, après comme elle a été démontée, ils sont partis maintenant sur l'idéologie du genre, qui est encore autre chose. Et l'Église qui commence à se positionner dessus, en fait, ils tentent quelque part, par des... comment dirais-je, par des éléments de langage, de soutirer une sorte de consentement de l'Église, ou en tout cas de ses représentants aujourd'hui, à l'acceptation de l'idéologie du genre. En disant, non, regardez, vous avez frappé sur la théorie du genre, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la théorie du genre. Et on va le voir, la théorie du genre liée à une personne qui a quand même fait une atrocité sur des gamins. Et en plus, qui était là pour les pervertir en mode découvrir leur sexualité, etc. On va le voir après. Ça va loin. Donc là, il nous met que de son côté, en tout cas, lui, il est contre cette théorie du genre. Et selon lui, la théorie du genre, je cite, veut remplacer la différence des sexes par la différence des sexualités. Dans le lexique de 35 pages consacré à la théorie du genre, l'inquiétude est partagée sur le développement de cette idéologie. Et je vous cite une autre personne. Pour cette nouvelle perspective, écrit par exemple Monseigneur Oscar Alzamora Revoredo, ancien archevêque de Lima, au Pérou, la réalité de la nature incommode et par conséquent doit disparaître. Il est pourtant évident que toute différence entre l'homme et la femme n'est pas mauvaise et encore moins irréelle. Vous avez un livre que je vous conseille, que je vais me procurer, qui s'appelle Gender, la controverse, donc présenté par Tony Anatrella, la personne que vous avez vue précédemment. Et là, je vous ai repris son 4e de couverture, en tout cas j'ai repris certains éléments. Le 4e de couverture du livre Gender, la controverse est interpellant sur le sujet brûlant de l'identité. Donc voici ce qui est inscrit. La théorie américaine du gender, référence des instances internationales, ONU, UNESCO, Commission européenne, etc., et source d'inspiration des nombreuses législations, figure désormais dans les manuels de SVT de première L et ES, en France. Autre chose, l'UNESCO, on le rappelle, c'est Julian Huxley. Et on va le voir que celui qui a inventé la théorie du genre était lié à l'université Johns Hopkins. Je rappelle, le grand-père, Thomas Henry Huxley, s'était rendu là-bas pour inaugurer l'université Johns Hopkins. Des recherches que je vous ai apportées à travers d'un ouvrage qui vous est présenté et proposé gratuitement et que je remettrai en avant, sans problème. Selon le gender, l'identité sexuelle n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale. On ne naît pas homme ou femme, on le devient. Référence à l'autre. Nous ne naissons pas femmes, nous devenons femmes. Vous voyez très bien de qui je parle. Ainsi, chacun peut devenir son orientation sexuelle. Homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel, on peut en rajouter plein d'autres parce qu'aujourd'hui, il y a eu pléthore d'inventions qui se sont ajoutées à ces choses-là. Mais comment la société peut-elle se fonder sans reconnaître la différence sexuelle ? Comment la famille peut-elle se structurer en dehors des liens engagés entre un homme et une femme, source d'alliance, de filiation et de génération ? Comment la vie psychique de la personne peut-elle s'élaborer quand la réalité du corps est niée ? Et moi d'ajouter, la théorie du genre est un cheval de Troie pour pirater l'être humain. On le fait rentrer sous chacun quelque part est différent.
Vous comprenez, il faut accepter tout le monde, il ne faut pas en ostraciser. Donc ça c'est le cheval de Troie. Et puis une fois que c'est à l'intérieur, on l'a vu comme je vous l'ai présenté hier, on fait accepter d'abord l'homosexualité, et puis d'un coup il y a une sorte d'aimant qui s'opère avec tous les pédocriminels qui eux veulent légaliser leurs pratiques criminelles. En 1955, vous avez le sexologue et psychologue John Monnet, que vous avez à l'écran, spécialiste de l'hermaphrodisme à l'université américaine Johns Hopkins. C'est ce que je vous disais. Définit le genre comme étant la résultante d'une conduite sexuelle que l'on choisit d'adopter en dehors de notre sexe de naissance. Vous allez voir qu'il a faux sur toute la ligne, mais qu'aujourd'hui il n'a pas fait un rétropédalage. Et que pourtant on nous met quand même en avant la théorie du genre. Alors que lui, il peut s'attribuer la notion d'être père de cette idée. Alors oui, hein, l'hermaphrodisme, avec des fois une génétique qui est un peu différente, ok, d'accord. Ou là c'est un peu plus compliqué, il faut se positionner, mais ça représente combien d'êtres humains à travers toute la planète? De là en faire une généralité et de dire qu'en plus de ces personnes hermaphrodites, une fois qu'un sexe a été sélectionné, il faut quand même voir qu'il y a une génétique derrière. XX, XY. Ce qui signifie que quelque part, il faudrait faire une étude après sur ces gens-là par rapport à la génétique, comment ils sont sentis et comment l'entourage agissait sur eux aussi. Vous voyez? Il y a un tout en fait, mais eux dans leur analyse, ils restent bloqués et surtout, ils veulent nous emmener vers leur idée. Et leur idée, ce n'est ni plus ni moins que de pervertir aussi la jeunesse. On va le voir, ce farfelu, n'hésitez pas à parler de sexe à des gamins, qui n'avaient même pas 6 ans, 8 ans. Donc là, ils mènent des études. Parce qu'en fait, il y a une personne, donc on va le voir, il mène des études sur des enfants nés intersexués pour savoir à quel sexe ils pourraient appartenir. Celui que la nature leur a donné ou celui dans lequel ils seront éduqués. En 1966, on a une famille qui est la famille Reimer, parents de jumeaux âgés de 8 mois, qui viennent le démarcher. En fait, les parents, ils avaient fait une opération pour circoncire leur enfant, mais l'opération a mal tourné sur un des deux bébés, donc le bébé c'était Bruce, dont le pénis s'est retrouvé brûlé à la suite d'une cautérisation électrique. Et son frère Brian, lui, heureusement, a échappé quelque part à cette opération et du coup a échappé un peu à la propagande, mais pourtant, il va être étudié aussi. Au même cas que son frère, du coup, qui est transformé en fille, on va le voir, lui aussi va être étudié et une fin tragique va s'en suivre pour les deux. Et pour la famille également. Parce que vous doutez bien que quand vous perdez vos 2 enfants par la suite, si ses parents étaient encore vivants, c'est triste, et même pour tout l'entourage à côté. Salut Phoenix, salut à ceux qui arrivaient, n'hésitez pas à liker, partager. J'étais chez les compagnons de devoir et on retrouvait le compas, oui, l'équerre. Oui, parce que c'est une initiation qui est opérée de leur côté. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais hein, en soi. Les enfants sont morts depuis. Tout à fait, Pierre. Bah, tu vois, toi, tu es à l'affût de l'actualité. Donc pour John Monnet, c'est une opportunité pour appliquer sa théorie en grandeur nature. Il propose aux parents d'élever Bruce comme une fille, en lui cachant sa véritable identité. Bruce se voit attribuer le prénom féminin de Brenda et reçoit dans un premier temps un traitement hormonal, un gavage d'œstrogène, avant de se voir retirer ses testicules 14 mois plus tard. La transformation faite, Bruce Brenda porte désormais des jupes, joue à la poupée, et surtout, c'est là où vraiment il tente de le matrixer au maximum, cet enfant, c'est que son entourage lui parle au féminin. Durant toute son enfance, ce qui nous est rapporté est un développement harmonieux. À 6 ans, les jumeaux paraissent s'être conformés au rôle sexuel qu'on leur a attribué. Ce serait donc bien l'éducation et la société qui feraient le sexe. Et là, John Monnet, lui de son côté, ring ring, il se dit ça y est, j'ai pu prouver sur des êtres humains que, en effet, ma théorie tient la route, que c'est bien l'environnement, que c'est bien l'éducation et la société qui fait en réalité le sexe. Donc Monnet, lui, continue de les suivre, ses enfants, une fois par an. Bien qu'ils aient 6 ans quand même, il vient les interroger sur leur goût sexuel. Vous voyez un peu le côté pervers, dérangé, choquant du personnage, qui leur demande de se toucher même, ces gosses. Et un des enfants, donc Brenda, en fait, celui qui a été transformé et puis finalement qui redeviendra après un garçon en se nommant David, et il nous explique que c'était comme un lavage de cerveau. Et ça, il confiera plus tard donc à John Colaptino, qui en 98 écrira l'histoire dans Rolling Stone, puis dans un livre As Nature Made Him, The Boy Who Was Risen as a Girl. Bon, je suis pas fort en anglais.
Voilà. Et là, vous avez un autre ouvrage, lui qui va apparaître, celui de John Monnet, que vous avez à gauche. Man or Woman and... alors, c'est Man and Woman, Boy and Girl. Donc là, John Monnet organise et participe à des conférences, organise donc et participe à des conférences, publie de nombreux articles et en 72 présente sa théorie dans un ouvrage de vulgarisation Man and Woman, Boy and Girl, dans lequel il affirme que c'est l'éducation et non le sexe de naissance qui détermine si l'on est homme ou femme. La théorie du genre est née. Les choses se compliquent. En réalité, pour Bruce Brenda, durant son adolescence, sa voix devient plus grave et elle se sent attirée par les filles. Donc elle, en réalité, c'est il. Au fil du temps, elle rejette son traitement au profit d'un autre à la testostérone et refuse la vaginoplastie que veut lui imposer Monnet. Monnet, pour lui, c'est son cobaye, c'est son objet. C'est ce qui va valider quelque part sa théorie. Il veut que ça soit quelque part de la science. Alors il ne va pas hésiter. Œstrogène d'abord, et puis après le conditionnement des parents de l'entourage, et puis ça ne suffit pas, il faut les suivre, il faut voir pour les initier au sexe, et ça ne s'arrête pas là. Du coup après il faut voir pour pousser carrément à la vaginoplastie, et heureusement le respect de ces enfants, en tout cas de cet enfant, est quand même respecté, parce que du coup cet enfant va s'opposer à ça, et va retourner à reprendre de la testostérone pour contrer toutes ces hormones qu'il était attribuées jusque-là. Car Bruce, dans sa génétique, en réalité est un garçon XY. Tu ne changes pas la nature. Le naturel reprend vite le pas sur les artifices. Bruce Brenda se sent davantage garçon que fille. Désemparé, le couple Reimer avoue la vérité à ses enfants. Parce qu'il lui cachait du coup qu'il était né garçon. Même si à un moment il devait se douter. Dès lors, Brenda redevient un homme. Cette fois-ci, il s'appellera David, auquel on crée chirurgicalement un pénis et retire les seins. Vous imaginez toutes les opérations, toute l'horreur qu'a subi cet enfant. Et par là son entourage aussi, mais qui y participait un peu au niveau des parents. Quoique après, il y a peut-être de la culpabilité qui se met en place. Mais imaginez un peu l'horreur de cet enfant. Toutes les opérations. Et derrière, tout le cash que ça a ramené. À ceux qui font les opérations, à ceux qui vendent les hormones, à ceux qui les suivent, etc. Qui les suivent. Vous comprenez, un enfant qui n'a pas de problème. C'est-à-dire que là même, il y aurait eu l'opération et on ne le conditionne pas, on le laisse tel quel, il y a un petit suivi comme ça. Ça reste raisonnable. Mais là, vous avez un suivi donc quelque part d'une sorte de psychiatre, psychologue. Vous avez également la prise d'hormones. Donc à mon avis, il y a un suivi également par rapport à cette prise d'hormones. Vous avez des opérations chirurgicales. On est sur du lourd quand même. Que ce soit en dépenses et que ce soit en fait à subir. Donc là après, cet enfant, donc plus tard, il va grandir, il va devenir David. Et là, il va nous dire qu'il se sentait comme Frankenstein, une création dans un laboratoire. Confiera David Reimer. Cette expérience identitaire hors norme a laissé des dégâts irréparables chez les jumeaux. En 2002, Brian se suicide. Et le 5 mai 2004, David fait de même. De cette fin tragique, Monnet ne fait point état. Pourquoi cet acharnement à vouloir gommer les différences entre un homme et une femme qui sont complémentaires, à la fois sur le plan biologique que sur le phénotype? Et également sur le domaine intellectuel, pourquoi pas, mais là c'est autre chose encore. X, Y, X, X, c'est pas compliqué. L'identité de genre, soit la représentation du sexe, est une représentation construite depuis la différence génétique. Vouloir transformer son corps pour se créer une nouvelle identité relève de la dérive scientifique. Si la science permettait un transfert dans un autre corps, par exemple celui d'un animal, un humain pourrait-il abandonner sa condition naturelle car il s'est développé intérieurement un mal-être? Vous voyez, je pousse la chose un peu plus loin. Je ne m'arrête pas juste à dire, tiens, regardez, il y en a un qui peut se transformer en fille alors que c'était un garçon, par la science, par les médicaments, parce que vous voulez le conditionnement. Non, je vais plus loin. Je dis, dans ces cas-là, si un être humain se sent animal et que demain on a la possibilité de vider cet animal de sa substance et pourquoi pas de transférer la conscience dans cet animal, est-ce qu'un être humain pourra se dire, vous voyez, entre guillemets, comme s'il était un animal, ou si on a la capacité de modifier génétiquement pour y ajouter un peu d'ADN ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Si la dérive scientifique le permet par la suite, est-ce que sur l'ordre moral, on acceptera ça? Et surtout, est-ce que sur l'ordre de l'identité, on acceptera qu'un être humain, par toutes ces modifications, dise, bah non, je ne suis plus homme, plus femme, et je ne suis même pas un être humain. Je m'interroge. Quand je vois que Klaus Schwab invite à redéfinir ce qu'est un être humain, je me dis, où s'arrête leur dérive?
Ces gens-là sont capables de créer des chimères. Ces gens-là sont capables de faire une multitude d'expériences. Ils n'ont pas de limite. La limite n'est même plus dans leur transhumanisme, puisque certains visent même le post-humanisme. Vous voyez, ça va au-delà d'un matérialisme, au-delà d'une envolée de la possibilité de vivre plus longtemps. Non, là, ils ont vraiment déployé les ailes, et il y a un moment ou un autre, ils retourneront dans le dédale, ils retourneront dans le labyrinthe. Qu'ils le veulent ou non, peu importe, ils retourneront dans leur putain de labyrinthe. Donc à nous de rester droit dans nos bottes, à nous de nous opposer à cette dérive sectaire. La dysphorie de genre est la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui originel. Quand un homme se prend pour une femme ou l'inverse, il s'agit d'un trouble de l'identité, une illusion de représentation qui ne devrait même pas être confortée par des spécialistes ou des médecins. Sur le plan biologique, les femmes sont nées avec un double chromosome X et chez l'homme, c'est un couple XY. Sauf malformation ou anomalie. Les femmes ont un appareil génital qui permet la gestation et l'accouchement d'un enfant, mais encore une fois de façon naturelle. Parce que oui, on va le voir après, il y a les utérus amovibles maintenant. Il y a des hommes qui peuvent tomber enceintes. Et il y en a certains qui vous disent oui, mais en réalité, non, le côté pelvien, c'est-à-dire le côté du squelette, au niveau du bassin, les hommes ne sont pas faits comme les femmes. Bon, ces gens-là sont bidons. Vous comprenez à nouveau que ces pseudo-experts en géopolitique, en ce que vous voulez, n'ont pas fait une once de recherche. Mais ça avance depuis leur canapé. C'est assez drôle quand même. Encore une fois, on met des chaos intellectuels par le sérieux du travail qui peut être fourni et dont vous pouvez attester aujourd'hui. Ouais, mon ami, rappelle-toi l'histoire de l'Ancien Monde. La Trinité n'est pas biblique. Si, elle a été imposée. Non. Si ça ne te plaît pas, peu importe. Tu ne peux tronquer la réalité, malheureusement. Tu peux penser que ça a été comme ça, amené par force, que les gens... Non. C'est bien, c'est mélange de rites païens. Pour toi, et tu vas me dire, toi, t'es de quelle religion? T'es un bouddhiste? T'es quoi? T'es un musulman? Oh, tu ne crois dans aucune religion, peut-être? Ou t'es quoi? Un juif? Dis-nous ce que tu es, ce que tu pratiques. Parce qu'il y en a certains, des fois, hein, ils viennent comme ça pour essayer de tacler un peu le christianisme. Et ils n'aiment pas ça. Oui, non, ils n'aiment pas ça. Ils veulent nous détruire. Ou peut-être même que c'est un franc-maçon, ou peut-être même que c'est quelqu'un qui est un athée aussi. Enfin, il y a diverses possibilités, mais on voit très bien ces gens-là là, qui viennent à chaque fois pour attaquer le christianisme. Ils n'aiment pas ça. Ils voudraient la destruction du christianisme. Que ce soit d'ailleurs les francs-maçons, comme que ce soit certains athées, comme que ce soit certaines encore autres religions, ou encore les satanistes, etc. Ils n'aiment pas les chrétiens. Mais leur déplaise, on est puissant. Et on est bien plus puissant qu'eux, sur tous les domaines. Tous les domaines. Qui d'autre peut nous sortir une telle ânerie? As-tu vu la dernière vidéo de... non, je ne le suis pas, ce personnage. Ce type est pitoyable en voulant justifier l'injustifiable. Oui, la tronche en biais, mais je ne le suis pas, j'ai pas vraiment... Alors, je suis musulman et donc je suis obligé de croire en la Bible, Coran. Bah écoute, c'est bien. Tu te présentes en tout cas comme musulman. Après, est-ce que tu es vraiment musulman? C'est autre chose. Non, pas pour moi, c'est... oui, c'est bien. Bah, écoute, essaye de créer de la discorde. En attendant, nous, on reconnaît Jésus-Christ, on reconnaît sa puissance. Si toi, tu reconnais véritablement ça, je ne vois pas en quoi tu viens attaquer l'Église. Étrange. Étrange procédé. Quand on voit que au niveau de la Sainte Bible, on a à peu près les mêmes écrits qui se rejoignent sur certains points. Il y a juste une chose où moi je l'ai toujours dit, je ne serai jamais dans une alliance avec une autre communauté ou en tout cas une autre religion. C'est inscrit noir sur blanc, on ne va pas pratiquer la religion des autres. Comme d'ailleurs, on ne peut pas accepter de dire... Parce que j'en vois certains rapidement, je mets une parenthèse. Oui, vous savez, quelque part, on peut tous être ensemble, les monothéistes, on a tous un Dieu en commun. Oui, mais non. Parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Pour nous, les chrétiens, nul ne vient au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut reconnaître sa grandeur. Il faut reconnaître que il est venu en tant que fils de Dieu. Il est venu dans la chair, il a été sacrifié. De là, après, à l'épouse, il y a l'église qui reste. C'est tout. Ça déplace certains, bah écoutez, qu'ils fassent de la théologie, qu'ils reviennent et qu'ils les expliquent pourquoi. Pas juste un commentaire comme ça. Tu fais quoi du syncrétisme chrétien? Tu mélanges les rites païens avec le christianisme? Non. Parce qu'encore une fois,
Pour moi, le christianisme de base est axé vraiment sur les écrits saints, la Sainte Bible, et je l'ai dit à plusieurs reprises que par contre, ce que je ne comprenais pas et ce que je ne reconnaissais pas, c'est entre guillemets une sorte d'autorité où un pape ou en tout cas un être humain se met au-dessus de tous les autres. Ça, je trouve ça étrange. Comme d'ailleurs, il est inscrit qu'en réalité, nul ne peut se faire appeler père sur terre. C'est pas la relation entre père et mère, non, non. Père, c'est justement du côté des prêtres et de ceux qui vont prêcher. Donc c'est étrange. Jésus, alors, je lis rapidement ce que tu mets et après je reviens sur l'autre sujet. Je défends Jésus, paix sur lui, amen. Si lui n'était pas un polythéiste. Alors qu'est-ce que tu mets? Donc Marc, Jésus se mettant en route quand un homme a couru en tombant à ses genoux, lui demandant, bon maître, que dois-je faire pour la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit, pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Louis Segmont, Bible, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Je vois pas où ça enlève le... Ouais, mais ça c'est pareil, Malinois. Le fait de dire que par exemple l'islam s'est créé après, l'islam, si ça arrive après, c'est parce qu'ils ont un prophète. Donc tu peux pas dire oui, ça arrive après, donc quelque part ça a moins d'importance. Non, c'est pour ça que moi je ne vais pas m'adonner à ce qu'ils font. Je respecte toutes les religions, les pratiquants, mais par contre je vais pas étudier ce qu'ils font. Mais on peut pas, enfin tu peux pas attaquer sur des idées en disant oui c'est venu après, donc ça n'a pas de crédibilité. Non non, ça n'a rien à voir. Si ça vient après, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour eux en fait il y a une continuité, si je ne dis pas de bêtises, au niveau d'un prophète. Bref, ça c'est autre chose. C'est pour ça que moi, pour moi, par contre, le côté du chrétien qui ne peut pas rejoindre d'autres religions, c'est rien qu'au niveau du monothéisme, c'est on ne peut pas rejoindre les juifs parce que pour eux, il n'y a pas de Messie qui est venu, on ne peut pas rejoindre les musulmans parce que pour eux, c'est un prophète. Donc, le mieux, chacun reste dans sa paroisse, on reste en paix, et à partir de là, tout va bien. Mais on ne peut pas, en fait, créer par l'hypocrisie, vous voyez, une sorte d'alliance en mode, oui, on est tous ensemble, on est tous d'accord, on prêche tous la même chose. Non. On a un aspect en commun qui est en tout cas l'appel à la paix, l'appel à l'amour, etc. Par contre, il y a après des divergences au niveau des écrits, au niveau de ce qui est enseigné, etc. Vous comprenez? C'est tout. Bref, je peux pas forcément focus le direct sur ça, on pourra échanger un autre jour, hein, sans problème. Je te laisse t'exprimer, juste essaye de condenser un peu tes écrits. Oui, oui, mon ami. Sainte Bible sumérienne, complotix. Dieu dit dans la Bible qu'il n'est pas un homme. Mais oui, mais sauf que le truc, c'est que Jésus-Christ n'est pas déclaré en tant que Dieu même. Il y a le Père. C'est pour ça que d'ailleurs, il l'inscrit, il le dit. Nul ne vient au Père que par moi. Donc en fait, lui, il est le chemin de vérité, le chemin qui peut te libérer et le chemin qui est là pour te racheter des péchés. D'ailleurs, s'il vient sur terre, c'est pour ça. Mais passons, là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si tu es chrétien, tu devrais t'intéresser à Marie Valtorta. J'irai voir ça. Tu me renverras un message, tu mettras en dessous. On est politique aussi. Bon, bref, ne partons pas sur divers sujets. Hop, revenons, recentrons rapidement. Donc, Dora Muto, une féministe. Alors après, on accepte ou non ses comportements, ses propos, c'est autre chose. Moi, j'ai repris juste quelques éléments qui m'intéressent. C'est qu'elle explique de son côté, de ce qu'elle a compris, c'est que dans le LGBT, le T là, des trans, derrière, il y a les lobbies des milliardaires transhumanistes. Vous allez voir. Dora Muto, une féministe met en avant une autre anomalie dans cet effacement des frontières entre les hommes et les femmes. Je cite, « Si être une femme n'est plus une réalité biologique et sexuée, ça devient une somme de stéréotypes genrés. Ceux-là même dont on a essayé de se débarrasser. » C'est étrange quand même. C'est-à-dire que là, ils sont tous en train de créer la discorde. Il y avait des hommes, des femmes, avec des stéréotypes. Puis il y en a qui sont mobilisés, non, il faut détruire les stéréotypes. Puis il y en a d'autres qui sont mobilisés, qui ont dit en fait, si tu te ressens femme, même si tu ne fais pas de changement biologique quelque part, tu es une sorte de trans, donc on va valider. Ça, c'est une folie. Dora Muto partage aussi ses recherches sur le financement du lobby Format Trans. Ça, c'est un pan que je n'avais pas creusé et que je vais en tout cas étudier sur le côté de Big Pharma avec son lobby derrière les trans et ce que ça peut rapporter et ce que ça peut générer en profit. Dora Muto partage aussi ses recherches sur le financement du lobby Format Trans. Muto considère en effet que certains financements, certaines finances plutôt. Attends.
en effet que certains financent le thé de LGBT et partagent une enquête de Bilek sur les milliardaires transhumanistes derrière le lobby trans. Donc là, pareil, je vais pousser les recherches pour Margaret Stern, donc l'autre qui est à droite, la blonde, si je ne dis pas de bêtises. Une femme trans ne sera jamais une femme. En août 2022, Dora Muto et Marguerite Stern, donc les deux femmes que vous avez à l'image, signent une tribune adressée à la première ministre Elisabeth Borne, publiée dans Marianne, dans laquelle elle s'oppose à une affiche du planning familial représentant un homme enceinte, c'est-à-dire une femme femelle trans-identifiée, qui reprend après, selon elle, un vocabulaire utilisé par les militants transactivistes. Et en fait, l'affiche, j'ai oublié de vous la mettre, je connais, petite erreur de montage, qui inscrit dessus, au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceintes, et enceintes mis au masculin au passage. Une manipulation, car dans la réalité biologique, une manipulation, un homme ne peut être enceinte. Quoique, en tout cas, du côté biologique naturel, non. Par contre, et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui vous disent oui, un homme ne peut pas porter un enfant parce que au niveau de ses os, c'est pas constitué pareil. Non, erreur. Erreur, je vous mets le cas avec Julie Boallier, qui est une experte dans le domaine, qui va justement déconstruire cet élément, en tout cas de cet argument qui est fallacieux. C'est triste, hein, mais ces gens qui se pensent très bons dans, quelque part, la lutte, l'opposition à ces dérives, il faut peut-être revoir ces arguments. C'est-à-dire que oui, c'est noble de lutter contre ça, mais attention, à pas prendre des choses erronées, parce que sinon, rapidement, vous passez pour des stupides, aux yeux de tous. Et à ce moment-là, dans un débat, vous êtes décrédibilisé de suite. Bon, je vous ai mis l'image, j'ai caché un peu la fin de l'image pour pas être censuré ou prendre un ban par YouTube, mais vous devinez très bien quel engin il a entre les jambes, et ça c'est le programme de demain. Et oui. Donc évidemment, s'il a encore un engin comme ça entre les jambes, ça signifie que c'est par césarienne. Après, il est question également d'utérus amovible, enfin il y a diverses choses qui sont en train d'être développées. Les 3 étapes pour qu'un homme puisse porter un enfant. Et oui, en ce 21e siècle, on a complètement dérapé. Mais là, c'est même plus un dérapage. Là, c'est le mur. On se prend le mur. Des hommes qui vont porter des bébés. Putain. La transplantation d'utérus est déjà légalisée en France et au Royaume-Uni. En général, c'est fait pour les femmes. On n'est pas à l'abri d'une dérive. Pour le moment, les scientifiques estiment que les premiers bénéficiaires de ce progrès technique, un progrès, soi-disant, progrès de la science, l'humanité, seraient les femmes transgenres. Alors attendez, je vais reprendre, je vais me calmer. Anatomiquement préparées à ce genre d'intervention. Et pour ceux qui pensent qu'un homme ne peut mettre au monde un enfant, car son squelette n'est pas adapté, c'est une appréciation trompeuse. Pensez à certains sur Internet, qui se croient tellement bons, quotient intellectuel surdéveloppé. Passons. Les hommes peuvent aussi avoir un bassin gynécoïde, comme les femmes. Julie Boallier explique que, je cite, « Les types pelviens existent dans toutes les populations humaines, et aucun ne caractérise une population en particulier. Attribuer aux femmes le type gynécoïde, c'est comme définir ce qui est un corps de femme typique par le corps de Marilyn Monroe, et celui de l'homme typique par celui d'Arnold Schwarzenegger. » Selon cette spécialiste, il faut cesser de dire que la largeur des hanches joue un rôle dans la gestation et dans le passage de l'enfant lors de l'accouchement. Les femmes ont des hanches plus larges à cause de la graisse et de leur taille fine, ce qui n'a rien à voir avec les os. Mais ces gens un peu stupides, ils ont vu une vidéo sur internet certainement d'un type qui veut faire une démonstration avec une boule de bowling. Et donc ils ont pensé que c'était un argumentaire valable. Non. Au niveau du squelette, en tout cas, des hommes, si on venait à changer leur attribut et que la science permettait qu'ils portent un enfant, pourraient mettre au monde un bébé. Oui, c'est immonde, hein, oui. Un nouveau marché va se développer et nous imposer son lot de progressisme, il faut vivre avec son temps. Si nous laissons l'éthique, la morale, nos valeurs s'évaporer. C'est pourquoi on doit faire attention à la température. Double notion. Entre l'eau qui s'évapore et la grenouille qui commence à petit à petit être asphyxiée. Attention de ne pas être la grenouille et attention de ne pas avoir nos valeurs, etc., la morale, l'éthique, qui partent en vapeur. Les mensonges entourant le genre se trouvent dans les manuels scolaires.
Il est envisagé que les jouets offerts aux enfants peuvent influencer les comportements et métiers choisis, soi-disant au détriment des femmes. Pourtant, dans un pays qui depuis des années met en place la théorie du genre, tout l'inverse a été prouvé. C'est-à-dire que ce ne sont pas les jouets, ce ne sont pas les idées de théorie, etc., de genre qui se mettent en place. Un homme, en général, il va plutôt aller exercer certains métiers, une femme, certains métiers. Et ça va peut-être, et ça c'est dans mes recherches, être lié notamment à notre cerveau et à notre côté cognitif un peu. On va le voir après. En tout cas, mes recherches s'accentuent dessus. J'ai mis une petite partie de ce que j'ai pu tirer au niveau des informations à travers divers articles de recherche scientifique et compagnie. Cette propagande donc, se trouve chez Nathan, donc Hatier, Magnard, Hachette, Borda ou encore Belin. En mars 2016, l'ACP indiquait qu'il fallait rejeter toutes les politiques qui incitent les enfants à considérer comme normale la prise de produits chimiques et l'usurpation de l'identité sexuelle par chirurgie. Pour le député Xavier Breton, le contenu des manuels scolaires ne respecte pas le principe de neutralité du service public qui incombe à l'éducation nationale. Selon ce député, les manuels de SVT et de sciences économiques et sociales véhiculent l'idée que les différences comportementales et sociales entre les hommes et les femmes ne seraient que le résultat d'une construction de la société sans aucune influence du corps sexué, qui ne dirait rien de ce que l'on est et de ce que l'on a, et de ce que l'on est et de ce que l'on est appelé à devenir. Faisant fi, à nouveau, de la réalité scientifique que nous avons vue avant, mais également de ceci. À la naissance, le volume du cerveau masculin est supérieur d'environ 10% au cerveau féminin et en prenant de l'âge, on est entre 1 et 4% après au niveau de la différence. En l'état actuel des connaissances, le développement cérébral postnatal montre que les différenciations observées entre les sexes concernent, à la naissance, une taille moyenne du cerveau, ainsi qu'une activité motrice légèrement plus importante chez les garçons, et à partir de 6 mois, une expression verbale plus marquée chez les filles, et des préférences distinctes pour les jouets entre les deux sexes. Ces différences sont à constater et à considérer surtout au regard des influences familiales et sociales pendant ces mêmes périodes, influences qui contribuent au câblage des réseaux de neurones du jeune cerveau alors en pleine croissance. Donc moi je veux bien reconnaître qu'il y a une partie de l'environnement qui vient nous conditionner, qui vient faire la construction de notre cerveau et de tout ce système de réseau neuronal quelque part, et également après de ce que l'on aime, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les jouets, etc. Mais c'est pas uniquement les jouets qui font que t'es un garçon ou une fille quand même. C'est triste. Qu'il y ait des stéréotypes un peu à revoir, pourquoi pas. Je veux dire, un garçon déjà et une fille, c'est premièrement sur la génétique, deuxièmement sur quelque part leur ressenti, troisièmement après c'est sur des comportements qui se mettent en place. Et sur le phénotype entre autres aussi. Vous voyez ? Mais dans cette idée de déconstruire, il n'y a pas uniquement cette théorie du genre. Vous avez certainement entendu parler de l'écriture inclusive. Saccage. Donc cette écriture, elle saccage de plus en plus notre langue de Molière. Un saccage de plus pour notre langue de Molière. Promotionné pour lutter contre les stéréotypes sexistes, un sujet qui révolta la France en 2017 quand l'éditeur Hatier décida de publier un manuel à destination des CE2 en employant donc cette stratégie de remodeler les mots pour les féminiser en plaçant entre les points milieux la terminaison du féminin. Et je vous ai donc mis un passage de cet ouvrage, Les agriculteurs trient au fil du temps. Vous voyez comment les mômes voulaient que déjà ils puissent lire correctement. Déjà qu'on a énormément de mômes qui n'arrivent plus à lire, qui ne comprennent même plus ce qu'ils lisent, enfin qui sont dans une grande difficulté même pour s'exprimer. Et là, on est en train de les perdre après sur l'identité, avec toutes ces théories de genre, etc. Et en plus, on les perd avec les écritures inclusives. Mais ils sont en train de créer une génération demeurée. Et ne parlons même pas du sacrifice de cette jeunesse sur la place publique ou encore dans les foyers, par l'imposition du masque, par le côté sectaire un peu qui a été mis en place par le gouvernement, là, ces gourous en place au nom de la science, alors que la science invite à faire tout le contraire. Il faut confiner. Il faut mettre des masques, il faut distancier au niveau de la sociabilité, en tout cas dans ces relations humaines. Et en plus, après, ils viennent les déconstruire comme ça, les fragmenter et en faire une génération de fous furieux. Et quand tu as une génération de fous furieux, 2-3 générations après, vous vous doutez bien de l'éducation qu'ils pourront apporter à leurs mômes. Oui, vous le comprenez très bien. Donc là, on nous dit l'idée d'aller à l'encontre des règles d'orthographe.
où le masculin l'emporte sur le féminin, afin que les deux sexes puissent s'y retrouver et que tout le monde soit sur le même rang d'égalité. Dans cet ouvrage scolaire, les différents métiers que peuvent exercer les hommes et les femmes sont ainsi orthographiés, donc comme vous l'avez à l'image. Et ça, c'est un phénomène qui est mondial, qui ne s'arrête pas aux frontières de la France. Même si moi je vous prends l'exemple de la France parce que, avant tout, c'est mon pays qui m'intéresse. Les politiques français se sont quand même saisis du sujet et pour une fois, on a un député LREM qui fit une bonne action en 2021. Vous l'avez à l'écran, il s'appelle François Jolivet et il a déposé une proposition de loi visant à interdire, cette écriture inclusive dans les documents administratifs et pour les personnes morales en charge d'une mission de service public. Ce député reproche à l'écriture inclusive d'être contre-intuitive, illisible et excluante. Cette proposition, jusqu'à présent, semble rester dans le cadre d'un projet de loi. En fait, j'ai été vérifié et je vois que ça reste pour l'instant toujours dans ce cadre-là. Est-ce que ça va évoluer ou non? Après, je mets, qu'en adviendra-t-il quand nous voyons, par exemple, que le 14 mars 2023, là, c'est tout frais, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours intenté contre la ville. Donc là, c'est le recours d'une association. Il a rejeté donc leur recours intenté contre la ville de Paris pour une inscription commémorative présente au sein de l'hôtel de ville comportant de l'écriture inclusive. Que pouvons-nous espérer? N'étant pas défaitistes, je pense que ces batailles sont jusqu'à présent perdues, par manque de solidarité et de mobilisation face à ce piratage de notre héritage qu'est la langue de Molière, la langue française. Et moi je reste positif. Je me dis qu'à un moment ou un autre, on va se ressaisir des sujets, on va remettre en place l'intérêt pour la politique et pour les jeunes générations et pour les enfants et pour nous-mêmes, et on va avancer. Bref, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, je vois depuis tout à l'heure avec vos messages, on a compris. On a compris, ouais mon ami, plutôt, t'as mis ton message, très bien. Si après tu veux échanger sur ces sujets, tu prends le mail d'une personne ou tu vas sur leur chaîne et il n'y a pas de problème. Que tu mettes 3-4 messages, ça ne me dérange pas, hein, mais que voilà, tu fasses toute une succession de messages pour aller dans le même sens, ce n'est pas en plus le sujet du direct. Si un jour je lance un sujet ouvert ou en tout cas un direct où je peux vous proposer de monter, avec plaisir, hein. Ouais, mon ami, tu monteras, tu t'exprimeras, tu diras ce que tu en penses. Après, encore une fois, toujours dans le respect déjà premièrement, et dans un deuxième temps, se rappeler que de toute façon, si tu n'apprécies pas le catholicisme, ou en tout cas si pour toi c'est une imposture, libre à toi après de passer ton chemin. Voilà, ça c'est important aussi, il faut le comprendre. Salut à ceux qui arrivent et n'hésitez pas à liker, à partager. Oui, t'as loupé le début, Fanix, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir revenir après réécouter ça. Là, on arrive à la fin du direct. Je vais juste basculer après sur ce qui se passe là au niveau de l'Union Européenne, soi-disant au nom de l'art, encore une fois. Le planning familial, rapidement, donc a essayé à son tour de nous embrigader dans l'égalité homme-femme. Donc après avoir déconstruit les humains, on explique qu'on est dans l'égalité, et puis après, on détruit les genres. À quoi ça sert de différencier un homme d'une femme? Le mâle de la femelle? Après tout le monde est juste un être humain, pas plus. Comme si aucune différence n'existait, à tel point qu'il invite à ne plus utiliser mâle et femelle, en détaillant que le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle apparemment. Ça, c'est ce que le planning familial français nous dit. Le planning familial, on l'a vu, celui qui est français, en réalité, avant ça, il y a eu en Amérique la création de leur planning familial aussi, par Margaret Sanger, qui en tout cas est la mère de ceux-ci, une eugéniste reconnue, publiquement en plus, qui avait même écrit un ouvrage paisiblement en expliquant que les gens du bas peuple, quelle horreur, faut pas que ça se reproduise. Non, il faut privilégier, un peu comme à la Platon, République 5, ces gens de grande valeur, de grande génétique et de grands quotients intellectuels. En fait, c'est ces génies humains qu'on retrouve peu dans la nature, qui sont merveilleux, que l'on doit faire se reproduire entre eux. Enfin, continuons. Ce qui a pour cause d'agacer les féministes, qui bataillent depuis des années contre cette société qu'elles décrivent comme patriarcaliste. J'aurais pu mettre comme étant patriarcal. Enfin, patriarcaliste, je ne sais pas si le mot existe. Je l'ai mis, faudrait que j'aille voir. Ce qui oblige la conservation du sens des mots femme et homme. Sur ce point, je suis en accord avec leur mobilisation. En dehors de la fausse libération de la femme, que nous analyserons plus tard, il y a des avancées à mettre en place dans le système actuel, ce qui passera nécessairement par un regain des repères dans ce que symbolise le fait d'être une femme et son opposé complément,
l'homme. Les lois biologiques qui régissent notre monde peuvent être un socle du retour à la raison. Même si des malins utilisent des subterfuges de la chirurgie et de l'endocrinologie pour tromper l'environnement sur ce qu'ils sont réellement. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et l'autre sujet, je vous en reparlerai demain ou dans la semaine, en tout cas, par rapport à ces gens qui font une représentation du Christ là, avec un homosexuel dessus, c'est vraiment à vomir. Alors je vais vous lire rapidement, je vous consacre 2-3 minutes et après c'est bon. Alors qu'est-ce qui était dit entre temps? Salut à toi Incognito également qui était là, et dire que la Trinité c'est du prosélytisme. Alors attends, qu'est-ce que tu me dis toi? Polythéisme plutôt, polythéisme, ok. Beaucoup de chrétiens ne sont pas trinitaires, eux connaissent la Bible. Je sais pas ce qu'ils me racontent, comme les ariens, sabbatariens, ouais, enfin, tu racontes un peu n'importe quoi, je pense, à mon avis. Hein. Ou en tout cas, tu t'égares, peut-être que tu as des bons raisonnements, mais tu t'égares énormément sur divers sujets, tu prends comme ça 2-3 personnes que tu as dû voir et tu en fais une généralité, donc je ne comprends pas ton développement, mais passons, hein. De toute façon, ce n'était pas le sujet du jour. Bref, passez une excellente soirée, n'hésitez pas, quand tu veux prendre un débat, ok, pas de souci, bah, on verra pour organiser ça dans les semaines qui arrivent. Parce que là, après, j'ai quand même d'autres programmes qui sont en place. Mais dans les semaines qui arrivent, il n'y a pas de souci. Tu passeras, tu verras le jour où tu observes libre antenne ou radio, vous êtes invité ou peu importe, tu comprendras. Tu montes avec plaisir, on aura ce débat pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on verra le temps qu'on peut s'accorder. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés pour échanger avec toi, bah, qui te trouvent, n'hésite pas à mettre une adresse mail ou autre. Ou ta chaîne, peut-être, si tu as une chaîne pour échanger. Voilà. Bonne soirée, Phoenix. Tout ce que je dis est sourcé. Oui, tout ce que tu dis est sourcé dans ton prisme. C'est-à-dire que des fois, on peut trouver l'inverse aussi et c'est sourcé pour autant. Donc après, à voir. À voir ce que tu vas avancer par là. Parce qu'encore une fois, la théologie, il faut des années pour comprendre déjà. Même pour remonter les faits, l'histoire de la chrétienté, comme l'histoire également du côté des musulmans et de leur développement, comme des juifs également et de leur développement, il faut remonter. Donc c'est-à-dire qu'il faut étudier. C'est pas en 1 an, 2 ans que tu peux être expert dans le domaine. Donc, tu me diras ce que tu as à dire dessus, pas de problème, mais encore une fois, ce sera selon ta réalité, ton prisme, ta vérité. Ce qui n'est pas forcément l'environnement réel dans lequel nous vivons. Bref, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. À très bientôt.